Si vous avez tendance à écouter systématiquement des vocaux, des podcasts ou même des vidéos YouTube en x2, si vous avez du mal à lire un livre sans vous arrêter en permanence pour jeter un œil à votre téléphone, aussi une vidéo sur TikTok ou Insta qui dure plus de 25 secondes, ça peut devenir trop long, eh bien rassurez-vous, vous n'êtes pas tout seul. Notre capacité à nous concentrer s'effondre et ce n'est pas moi qui le dis, c'est de nombreuses études sur le sujet. Et si vous arrivez à tenir et à aller jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien vous comprendrez pourquoi, mais aussi ce qui peut peut-être vous aider. C'est le sujet donc de ce nouveau grand format, un sujet donc qui nous concerne tous, bienvenue. Mais avant de répondre à cette question, on voulait vous parler du partenaire qui nous permet de réaliser cette vidéo, Oral-B, la marque de produits d'hygiène bucco-dentaire. Aujourd'hui, 90% des Français déclarent prendre soin de leurs dents, mais peu adoptent la bonne technique de brossage. Résultat, la plupart ont déjà rencontré des problèmes comme des caries ou des saignements. Ça peut sembler anodin, mais une brosse à dents mal utilisée peut laisser jusqu'à 50% de plaques dentaires sur les dents, ce qui peut avoir des conséquences à long terme sur la santé. La plaque dentaire, c'est un dépôt transparent qui jaunit avec le temps. Elle peut avoir un impact sur la laine ou provoquer une inflammation des gencives et elle finit par se transformer en tartre que seul un dentiste peut retirer. Il est donc essentiel d'adopter les bons gestes. Et la brosse à dents électrique peut faire la différence. C'est le cas de la gamme Oral-B IO qui s'adapte à tous les besoins. Sa brossette ronde reproduit les mouvements recommandés par les dentistes et retire jusqu'à 100% de plaques dentaires en plus qu'une brosse manuelle. Son capteur de pression intelligent protège vos gencives et ses modes de brossage permettent d'ajuster l'intensité. Alors si ça vous intéresse, vous trouverez toutes les informations et le lien vers les produits directement en description. En 20 ans, le temps moyen passé sur une même tâche est passé de 2 minutes 30 à 47 secondes, selon des données qui ont été récoltées par la chercheuse Gloria Mark, spécialiste de l'attention numérique à l'Université de Californie. Notre capacité à rester focalisé sur une seule chose a donc chuté de 66% en l'espace de seulement 2 décennies. Sur TikTok, il y a même des vidéos humoristiques que vous avez peut-être déjà vues qui illustrent le fait que pour certains, regarder un film, qui est pourtant quelque chose en théorie de reposant, peut dans certains cas relever du défi. Let's do it. Let's do it. Fuck it, let's do it. En parallèle, le temps passé devant les écrans n'a lui jamais été aussi élevé. En 2025, le temps moyen passé chaque jour devant un écran, donc un smartphone, un ordinateur, une télévision, une tablette, bref, n'importe, le temps moyen, il était d'environ 4 heures pour les Français en moyenne, selon le baromètre du numérique. Et tout cela, ça illustre évidemment des différences aussi selon les profils. Chez les jeunes notamment, ça peut vite monter beaucoup plus haut, notamment dans le cas du smartphone. Et disons les choses honnêtement, de mon côté aussi, dans une semaine classique comme aujourd'hui là où je travaille, je dépasse largement les 4 heures sur les écrans chaque jour. Bref, on a donc accès à tout le temps, mais on retient de moins en moins et on termine de moins en moins les choses. Bref, notre concentration est sévèrement impactée. Mais alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là et quelles sont les solutions? Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que si notre capacité à rester concentré s'effondre, ce n'est pas un hasard. Il y a 4 grandes causes qui peuvent expliquer cette baisse de la concentration et vous allez le voir, elles sont toutes en réalité étroitement liées. La première raison, c'est le passage de l'écrit aux écrans. Et les réseaux sociaux, attention, ce ne sont pas les premiers coupables sur ce point, vous allez le voir. Selon Neil Postman, un critique culturel et théoricien des médias américains, le passage d'une culture du texte à une culture de l'image, quelle que soit d'ailleurs la forme de l'image, en télévision, sur les réseaux ou autres, eh bien ça a profondément modifié notre manière de penser. Lire, ça peut nécessiter un effort de concentration prolongé et une capacité à suivre un raisonnement sur la durée. Quand on lit, on apprend à organiser nos pensées, à imaginer, à faire des liens, bref, ça peut être très clairement évidemment un plaisir, mais c'est aussi en parallèle un exercice d'endurance mentale. À l'inverse, la télévision, elle a vraiment introduit une logique d'immédiateté, pas besoin de réfléchir longtemps, tout est traduit en images et en sons. Alors ça veut pas dire qu'on n'a pas du tout besoin de réfléchir quand on regarde une vidéo ou autre, évidemment que tout dépend du contenu aussi qui est proposé, mais en général, le cerveau a moins besoin de construire du sens, il reçoit quelque chose davantage prêt en quelque sorte. Résultat, notre seuil de tolérance à l'effort, il commence à baisser, on est habitué davantage à zapper, à passer d'une image à l'autre, et donc l'attention peut faiblir. Et ce changement évidemment qui a été amorcé avec la télévision, il a été démultiplié avec l'arrivée d'Internet, des smartphones ou encore des réseaux sociaux. Et justement, c'est la deuxième cause donc de notre difficulté à se concentrer. Ça paraît évident, fallait y venir, mais évidemment, il y a la question des réseaux sociaux. En France, en moyenne, on consulte notre téléphone environ 220 fois par jour, d'après une étude qui a été réalisée en 2016 par l'agence
l'agence de marketing britannique Takmark. Alors sur les réseaux sociaux, ça a déjà été énormément documenté, énormément discuté. Il y a eu des documentaires, des livres, tout un tas de vidéos sur le sujet. Mais rapidement, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, dans le design des applications des réseaux sociaux, mais aussi dans le fonctionnement des algorithmes, tout est fait quasiment pour tenter de retenir votre attention. L'enjeu, souvent, c'est un objectif commercial, puisque plus le temps passé sur une application est important, et bien plus des publicités peuvent être affichées et plus aussi de la donnée est collectée. Donc à tout point de vue, en fait, eh bien, de nombreux réseaux sociaux ont intérêt à ce que vous restiez longtemps. Et donc le mécanisme, il est aujourd'hui très connu. Chaque nouveau contenu, chaque notification peut potentiellement déclencher une mini-dose de dopamine, qui est donc la molécule du plaisir et de la récompense. Et comme cette récompense, elle arrive très vite et sans effort, notre cerveau s'y habitue. Résultat donc, on peut devenir accro à la nouveauté, intolérant à la lenteur, une lenteur qui est pourtant nécessaire lorsqu'il faut se concentrer. Tout cela entraîne d'ailleurs un phénomène qui est de plus en plus connu, de plus en plus discuté. Ce phénomène, c'est le brain rot en anglais, donc en français, on pourrait traduire ça par la pourriture du cerveau d'une certaine façon. En gros, c'est un terme qui a été popularisé ces derniers mois. Alors attention, c'est pas un terme scientifique du tout, mais ça signifie en fait une détérioration de nos capacités cognitives liées à la surconsommation de contenus rapides et qui sont peu stimulants d'un point de vue intellectuel. Bref, si la télévision était la première étape, les réseaux sociaux vont encore plus loin. Troisième cause pour comprendre cette déconcentration, même si elle paraît évidente et elle est liée à la précédente, il faut quand même insister dessus, c'est la question des notifications. Alors les notifications, elles aussi, elles créent un mécanisme de récompense et donc d'addiction. Mais le sujet de cette vidéo aujourd'hui, c'est pas le mécanisme d'addiction aux réseaux sociaux. Sans mauvais jeu de mots, aujourd'hui on se concentre justement sur notre incapacité à se concentrer et c'est aussi un élément distinct. En effet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces notifications, c'est comme des micro-interruptions et ça a un impact absolument colossal. Chaque fois qu'une notification nous dérange, notre cerveau doit effectuer un coup de commutation ou un switching cost si on prend le terme en anglais. Ça correspond donc au temps et à l'énergie qui sont nécessaires pour quitter une tâche puis revenir à son niveau de concentration initial. Plusieurs études ont d'ailleurs montré que quand un employé est interrompu ou une personne d'ailleurs en général qui effectue une tâche, eh bien il lui faut en moyenne une vingtaine de minutes pour retrouver son niveau de concentration initial. C'est ce qu'indiquait notamment une étude de l'université de Californie. Et forcément donc les notifications sont tout un tas de raisons pour faire une pause, passer à autre chose et ensuite donc essayer malgré tout de se remettre bien sur ce qu'on était en train de faire, que ce soit d'ailleurs encore une fois quelque chose de plaisant ou alors quelque chose lié au travail. Et l'impact il est immense. Les personnes interrompues mettent 50% de plus de temps à terminer une tâche et font 2 fois plus d'erreurs en moyenne selon une étude de l'université de Californie. Bref, les notifications ont un impact important, mais ce n'est pas tout. Dernière chose qu'il faut absolument noter, c'est la question de la surcharge d'informations. Chaque jour, une personne en moyenne est exposée à l'équivalent de 74 gigaoctets d'informations selon une étude toujours de l'université de Californie à San Diego. Pour vous donner une idée, c'est plus de 100 000 mots par jour, soit l'équivalent d'un roman entier. Et par information, je parle pas que d'actualité, là c'est vraiment information au sens large, des messages, des sollicitations, des vidéos drôles qu'on vous envoie, bref, ce que vous voulez, une surcharge d'informations en tout cas qui est plus importante qu'avant. Et le problème, c'est que ça va beaucoup trop loin. Les chiffres du Work Trend Index de 2025 qui ont été publiés par Microsoft, ils vont complètement dans le même sens. 68% des travailleurs dans le monde se disent dépassés par le volume d'informations à gérer et près d'1 sur 2, près de 46%, ressent un début de burn-out, le tout lié à la cadence de travail ou aux interruptions permanentes. Pour que vous ayez une image sur cette question de la surcharge, c'est un petit peu comme si notre esprit devait ouvrir des milliers d'onglets à la fois. Forcément, ça rame, ça chauffe et ça peut finir par planter. Quand on reçoit trop de stimulation, donc, notre cerveau va passer en mode tri permanent. Il essaie de déterminer en permanence ce qui est important et ce qui ne l'est pas, y compris donc avec parfois d'un côté des choses qui sont importantes pour nous et parfois bien des choses qui viennent se parasiter en quelque sorte notre concentration. Et cette surcharge permanente, elle stimule la production de cortisol. La cortisol, c'est l'hormone du stress, ce qui augmente le risque d'anxiété, le risque de fatigue chronique. Et c'est à partir de là, évidemment, un cercle vicieux puisque ça va impacter votre concentration. Donc vous êtes moins concentré, mais ça va au-delà de ça. Notre mémoire aussi, elle est impactée puisque la surcharge d'informations, elle réduit notre capacité à retenir et à restituer ce qui est essentiel. Et d'ailleurs, on en parlait en introduction, notre façon de consommer aussi certains contenus a pu changer. De plus en plus de personnes regardent ou écoutent des contenus en vitesse accélérée, parfois en x1,5, parfois en x2. C'est souvent avancé par un objectif de gain de temps, mais aussi parfois parce qu'on a le sentiment que autrement ça ne va pas assez vite. Dites-vous qu'en 2025, il y a près de 54% des utilisateurs qui déclarent regarder régulièrement des contenus en accéléré sur YouTube ou sur TikTok, selon les données sur
sur TikTok en 2025. La part des personnes qui écoutent du contenu en x2 est donc grandissante. Je m'inclus d'ailleurs personnellement là-dedans, si je suis très honnête. Pas pour des vidéos et des contenus de divertissement, mais davantage au quotidien pour certains contenus d'information où j'ai le sentiment de pouvoir le suivre quand c'est en x2. Mais le problème, et ce qu'il faut comprendre, c'est que cette habitude, eh bien, c'est une mauvaise habitude. En tout cas, elle peut impacter négativement la mémorisation et la compréhension. Une méta-analyse qui a examiné 24 études montre que l'augmentation de la vitesse de lecture, ça a un impact de plus en plus négatif sur la mémoire. Alors jusqu'à x1,5, l'impact il est relativement faible, mais à partir de x2, eh bien, les effets négatifs, ils deviennent de plus en plus importants. Et je suis certain que ça vous est déjà arrivé, je peux vous écouter quelque chose en x2, y compris d'ailleurs peut-être cette vidéo. Vous avez forcément moins de temps pour assimiler les différentes informations et donc ça peut impacter votre mémoire. Et puis au-delà de ça, il faut faire très attention aux discours de personnes de développement personnel, de productivité ou autres qui vont vous donner des conseils en vous disant que ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite, d'accomplir beaucoup plus de tâches ou je ne sais quoi. La réalité donc, c'est que ça a un impact et ça développe aussi une fatigue mentale qui est plus importante. Mais alors, comment faire pour reprendre le contrôle de notre attention? Alors encore une fois, je suis pas youtubeur productivité, développement personnel ou je ne sais quoi, mais c'est intéressant de vous partager quelques conseils qui sont vérifiés par des études scientifiques. L'attention, c'est comme un muscle, ça s'entretient, ça se renforce, mais ça peut aussi s'épuiser du coup si on la sollicite mal. Donc en modifiant notre environnement et nos comportements, on peut réellement réentraîner en fait notre capacité de concentration. Et il y a des choses donc qui peuvent aider. La première, c'est de s'attaquer aux causes et donc de mieux appréhender en quelque sorte notre relation avec notre téléphone et avec les réseaux sociaux. Il y a certaines astuces qui peuvent aider, par exemple le fait de supprimer de la page d'accueil de votre téléphone les applications qui vous rendent le plus accro, notamment certains réseaux sociaux. Autre chose, de nombreux témoignages ont montré que notre capacité de concentration s'améliore nettement quand le téléphone n'est même plus visible, donc il n'est pas seulement éteint, mais même il n'est pas autour de nous. Ça dissuade davantage. Donc certains appliquent même des méthodes un peu extrêmes à le cacher, à le ranger littéralement quand ils sont en train de bosser. Il y a aussi des limiteurs d'applications qui peuvent être très pratiques. Personnellement, j'utilise une application dans laquelle j'ai investi un petit peu à mon échelle parce que j'y vois l'intérêt et que ça m'aide depuis des années. C'est une application qui s'appelle Opal qui va en fait me bloquer les applications au bout d'un nombre d'heures que j'ai fixé sur l'app ou alors qui va m'empêcher d'aller sur certaines applications à certaines heures de la journée. Alors je suis pas payé ou quoi que ce soit pour parler de cette application, mais forcément je suis biaisé puisque je soutiens le projet depuis quelques temps. Ça peut potentiellement vous intéresser si vous avez besoin comme ça de limiter et bloquer certaines apps. Autre conseil qui peut vous aider, si vous travaillez sur un ordinateur depuis chez vous ou même au bureau, vous pouvez améliorer votre environnement de travail et ça se fait assez simplement. Vous avez sûrement là sur votre bureau des tasses vides, des câbles qui traînent ou autre, tout un tas de choses en fait au quotidien qui peuvent vous distraire parce que notre bureau il est rarement parfaitement propre. Le truc c'est que selon une étude du UCLA Center on Everyday Lives of Families, les environnements encombrés autour de soi, ils peuvent provoquer une hausse des niveaux de cortisol, donc l'hormone du stress, et ça peut donc entraîner davantage de déconcentration. À l'inverse, ça paraît évident, mais le calme, la lumière ou des éléments naturels comme des plantes, ça a un effet mesurable sur la concentration. Et autre chose qui peut maintenant vous aider à peut-être reprendre une forme de concentration, c'est de s'organiser un petit peu différemment. La méthode la plus connue, c'est la méthode Pomodoro qui consiste à travailler 25 minutes sans interruption, puis à prendre une pause de 5 minutes et ainsi de suite recommencer avant de faire de temps en temps des pauses un peu plus longues. C'est un système qui exploite en fait la capacité naturelle du cerveau à se concentrer sur des périodes relativement courtes, tout en évitant donc une fatigue qui peut s'installer quand on travaille trop longtemps. Et donc l'idée comme ça d'alterner 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, c'est vu par beaucoup comme une façon de gérer plusieurs périodes de travail définies et ça peut être plus facile, sachant que certains font ça avec un chronomètre, d'autres par exemple utilisent des vidéos comme celle de la chaîne YouTube Lofi Girl par exemple, qui propose des playlists avec justement 25 minutes de travail et 5 minutes de pause, le tout avec une musique. Bref, vous pouvez trouver votre système et c'est quelque chose qui peut vous aider. Enfin, autre stratégie plus long terme, quelque chose qui peut vous être bénéfique, c'est la méditation. Alors la méditation, ça a tout un tas de bienfaits, pas que d'ailleurs sur la question de la concentration, mais ça peut aider beaucoup à gérer tout cela. Alors là-dessus, il y a des applications aussi qui peuvent vous aider si vous n'avez jamais fait de méditation, notamment Petit Bambou en français qui est très bien, Headspace aussi en anglais. Ça vous permet d'avoir des sessions de quelques minutes ou 10 minutes comme ça où vous déconnectez et vous êtes guidé dans un parcours de méditation. Je sais qu'on peut avoir parfois une image un peu biaisée ou caricaturale de ce que peut être la méditation, mais ça peut en réalité beaucoup aider. Bon, et certains estiment qu'il faut aussi réapprendre d'une certaine façon à s'ennuyer en marchant sans musique par exemple, sans téléphone non plus, en réfléchissant aussi en quelque sorte en silence, en renouant donc avec vos pensées. Bon, et plus largement, certains estiment qu'il y a un enjeu à arrêter d'essayer de combler les silences tout le temps et réapprendre en quelque sorte à vivre avec parfois du silence. Je donne tous ces conseils parce que je trouve ça intéressant, mais je suis très
très loin d'être moi-même parfait sur tout ça. En tout cas, si vous voulez déconnecter pendant quelques heures comme ça au hasard des réseaux sociaux, vous voyez peut-être où est-ce que je veux en venir. Oui, je vais faire un petit peu de promo, je me permets de le faire, je suis sur ma chaîne. Ma bande dessinée est sortie il y a quelques jours. C'est une bande dessinée de près de 200 pages où on se plonge donc en profondeur sur un sujet important, sur la Russie aujourd'hui. Dans un contexte évidemment de guerre en Ukraine, de discours impérialiste aussi de Vladimir Poutine, ça me paraît essentiel donc de faire ce travail-là de fond. Et je suis vraiment ravi de tous vos premiers retours. Pour ceux que ça intéresse, c'est disponible absolument partout, chez votre librairie, près de chez vous, en ligne. Bref, je vous mets tous les liens directement en description. Sachant qu'on a fait en sorte aussi que ce soit accessible vraiment pour tous les âges, donc n'hésitez pas. Les liens sont donc en description et encore merci pour votre confiance là-dessus, ça fait très plaisir. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit donc à très vite pour une nouvelle vidéo.